Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à l'Université de Stockholm. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est à moi qu'il incombe de commencer ce soir cette petite présentation avant d'accueillir Raphaël Berthelet. Donc, je vais vous parler un petit peu du contexte de cette conférence autour du plurilinguisme. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est la présidence française de l'Union européenne. Et dans ce cadre, avec mes collègues, les partenaires des instituts français du Danemark, d'Estonie, de Finlande et de Norvège, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'activités, de conférences. Nous avons fait venir des décideurs de nos 5 pays à Caen pour discuter des questions de plurilinguisme, de comment faire pour augmenter la part du plurilinguisme dans nos pays respectifs. Il y a eu une conférence le mois dernier à l'université d'Oslo par Giuseppe Mano, un professeur également suisse. Et donc, nous avons fait un grand nombre d'actions en faveur du plurilinguisme durant cette présidence française de l'Union européenne. Ce soir, cette conférence est au format hybride parce qu'elle est rediffusée dans les pays que je viens de vous citer, à l'Institut français d'Estonie, à l'Institut français du Danemark, à l'Institut français de Finlande et à l'Université d'Oslo, en partenariat avec l'Institut français de Norvège, évidemment. Nous avons aussi ce soir l'occasion de parler de notre partenariat avec l'Université de Stockholm, un partenariat fort et qui renaît aussi suite à 2 ans de pandémie où malheureusement on n'a pas pu faire beaucoup d'événements. Et là, c'est reparti pour nous. Et aussi ce partenariat avec l'ambassade de Suisse en France. Je salue notamment ce soir la présence de monsieur l'ambassadeur de Suisse parmi nous. J'ai dit l'ambassade de Suisse en France. Excusez-moi, l'ambassade de Suisse en Suède. Je réalise désormais. Donc, je vous remercie pour votre présence et je remercie Fanny pour l'accueil chaleureux ici à l'Université de Stockholm. Vous n'aurez pas manqué de voir qu'il y a un buffet qui a été organisé par l'ambassade dans lequel vous pourrez aller à la suite de la conférence. Juste un petit point de détail sur l'organisation. Nous sommes en format hybride ensemble jusqu'à 17h45, 17h50, de façon à ce que nos collègues des autres pays puissent suivre. Ensuite, lorsque professeur Berthelet aura terminé sa conférence, nous couperons l'échange et les autres instituts dans les autres pays auront des discussions de leur côté et quant à nous, nous continuerons de notre côté. Voilà. Fanny, je te laisse introduire, présenter Raphaël Berthelet. D'accord, merci beaucoup Meryl. Je tiens aussi tout d'abord à remercier donc l'Institut français et l'ambassade de Suisse pour cette coopération. Quand Meryl m'a contactée pour me dire que Raphaël Berthelet allait venir ici, j'étais vraiment ravie parce qu'en tant que chercheur dans le même domaine que M. Berthelet, donc le domaine du multilinguisme, des langues secondes, c'est un chercheur qu'on lit beaucoup, qu'on admire. Et on était ravis d'avoir cette possibilité de l'accueillir ici pour une conférence sur le plurilinguisme. Raphaël Berthelet, il est professeur de multilinguisme à l'Institut de multilinguisme à l'Université de Fribourg. Et il a fait des travaux très intéressants que je vous recommande courant des dernières années sur, d'une part, l'acquisition des langues étrangères à l'école, donc chez les jeunes, aussi l'enseignement des langues d'héritage, modersmålsundervisning, un thème qui est très récurrent dans le... je vous recommande de lire ces travaux dans cette semaine. Aujourd'hui, nous allons être confrontés à des mythes, à des vérités sur le plurilinguisme et
On est ravis. Merci beaucoup d'être venu ici, Raphaël, et merci donc à notre partenaire de nous avoir fourni cette occasion. Merci. Ben voilà, c'est mon tour de dire merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à l'Institut français, mais merci aussi à l'Université de Stockholm, aux universités qui ont organisé cet événement. Ça me fait très, très plaisir d'être ici, mais je ne vous cache pas que j'avais des insécurités, vous aussi d'ailleurs. On a pas mal parlé sur l'orientation et l'objectif de mon intervention, parce que je comprends bien, l'Institut de français est une agence de promotion du français, ce qui est tout à fait légitime. Donc, promouvoir le plurilinguisme pour aussi promouvoir le français, encore une fois, totalement légitime. Je suis chercheur, donc je suis chercheur, je fais des recherches sur l'acquisition de plusieurs langues, l'utilisation de plusieurs langues et dialectes. Ça peut être le français, ça peut aussi être d'autres langues. Donc, vous avez besoin d'affirmations claires, de recommandations, de réponses. Pourquoi il est crucial pour les Suédois, pour les Norvégiens, pour tout le monde d'apprendre le français. Et bien sûr, mon business, c'est la remise en question. C'est prendre du recul, avoir une approche critique, questionner ce que tout le monde semble dire sur le plurilinguisme. Donc là, il y a une tension, très clairement. Vous m'avez étiqueté spécialiste du plurilinguisme, je pense que je me reconnais tout à fait. Et donc, parce que c'est effectivement mon domaine de recherche, mais j'ai vu aussi sur la page web, quand je suis allé voir où je devais me rendre, que j'étais aussi un spécialiste d'interculturalité. Alors, je vous assure, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, parce que ayant grandi en Suisse alémanique, je vous assure qu'une bonne partie des francophones dans mon pays sont convaincus que je viens d'une région où il n'y a pas de culture. Donc, je pense pas, je ne me considère pas un spécialiste de l'interculturalité, je suis vraiment linguiste et je m'intéresse aux langues et je trouve qu'il y a déjà assez à faire. La culture, j'aime bien, mais je ne sais pas mon domaine de spécialisation. Et bien sûr, vous aviez peur, vous avez peut-être toujours peur, qui va nous raconter des horreurs. J'espère pas. Pour moi, le défi était plutôt comment puis-je faire une conférence intéressante, mais qui ne trahit pas mes convictions. Comment puis-je être... Parce que je sympathise avec l'agenda, avec le français étant une de mes langues préférées, bien sûr. Je suis totalement... je sympathise, mais en même temps, j'ai plein de questions. Donc, comment faire ça? Et en fait, en réfléchissant, en discutant aussi avec les partenaires qui m'ont invité, je me suis rendu compte que c'est un sacré défi, mais c'est un défi que je veux relever, que je trouve intéressant. Donc voilà, je suis là, je vais faire ma conférence. Vous pouvez me dire après que tout ça, c'est des foutaises, c'est totalement faux et j'ai rien compris. Mais pour préparer, j'ai quand même discuté avec pas mal de personnes qui connaissent bien aussi les problèmes en Scandinavie et plus spécifiquement en Suède. Anita Thomas, qui est ma collègue à Fribourg, professeur de FLE, mais qui a travaillé longtemps en Suède. Bernard Walchli, qui est en fait un professeur de linguistique générale ici à Stockholm. Et Clara, qui est ici présente, qui m'a aussi aidé à comprendre un petit peu les enjeux et les spécificités locales. Donc, j'aimerais commencer par le terme diversité linguistique, qui est souvent associé, qui vient souvent juste en même temps avec plurilinguisme ou multilingualisme. Alors, je suis allé, parce que c'est quand même dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, n'étant pas européen, je me suis dit, il faut que je m'informe un peu, institutionnellement, je veux dire, pas culturellement. Alors, on trouve des documents de l'Union européenne sur le plurilinguisme. Par exemple, ce document qui parle des 7000 langues, des langues menacées, c'est presque un topos qu'on lit tout le temps quand on parle de diversité linguistique. Et ensuite, on parle de la coexistence harmonieuse de 24 langues officielles à l'Union, au sein de l'Union européenne. Alors, tout ça, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant,
Ce qui est peut-être un tout petit peu surprenant, ou peut-être pas, c'est que ce document existe uniquement en anglais. J'ai vraiment cherché, il existe en anglais uniquement, d'accord? Donc moi, on voit déjà très bien un peu la tension qu'il y a entre les déclarations d'un côté et les pratiques de l'autre. Pour le chercheur, évidemment, c'est très intéressant. Alors, diversité linguistique. J'aimerais pas vous faire maintenant, parce que c'est quelque chose, je fais des cours pendant un semestre sur la diversité linguistique, je ne vais pas vous faire ça ici, n'ayez crainte, mais je dois quand même dire que la diversité linguistique, représentée ici par une carte que j'ai faite à partir des données d'une base de données qui s'appelle Ethnologue, qui est un peu un des instruments que les linguistes utilisent très volontiers pour décrire, comprendre un peu la richesse linguistique à travers le monde. Donc, en fait, vous voyez ici que plus c'est vert, plus il y a diversité linguistique, simplement en comptant les langues par pays. Bon, c'est évidemment un calcul extrêmement simpliste, mais voilà, on peut essayer de comprendre un peu la diversité. Vous voyez très bien que, en fait, l'Europe ne se distingue pas particulièrement par une très grande diversité linguistique. Par contre, la Papouasie, avec 840, je crois qu'on a toute dernière version, c'est même 870 langues en Papouasie qui sont parlées. Donc ça, c'est vraiment de la diversité linguistique. Après, bien sûr, on peut toujours se poser la question, mais c'est quoi une langue en Papouasie? Est-ce que c'est la même chose qu'une langue en Europe? Bien sûr que non, mais voilà. Mais juste pour dire qu'il y a des zones, notamment dans la région du Pacifique, mais aussi certaines zones en Afrique et en Amérique, où il y a beaucoup plus de diversité linguistique, aussi du point de vue typologique, hein, des langues très différentes. Donc, j'aimerais juste un tout petit peu quand même évoquer cette notion de la diversité linguistique pour vraiment montrer peut-être quelque chose qui n'est justement pas le cas chez nous. Alors là, on a essayé de comprendre dans la recherche quels sont les facteurs qui, en fait, qui favorisent le maintien de la diversité linguistique. Et j'ai trouvé ces facteurs dans plusieurs papiers. Si vous vivez encore dans le même ménage avec votre grand-mère, si vous vivez dans un espace où il y a peu de routes, bien sûr pas de chemin de fer, surtout pas d'aéroport, et où le niveau d'éducation est relativement bas. D'accord? Le contact de langue en soi n'est pas une menace, parce que parfois on a l'impression que peut-être le contact va détruire, mais selon cette littérature, ce n'est pas une menace. Par contre, si on regarde, et évidemment ça suit un peu de ces 3 points, ici, vous avez une métrique de la diversité linguistique qui s'appelle le Greenberg's Diversity Index, plus un point est un pays, est à droite, plus le pays est divers. Hein, beaucoup de langues différentes. Et l'axe Y ici, c'est simplement le produit intérieur brut par tête. Donc, vous voyez que les pays qui sont extrêmement riches en langues, là, il y a une tendance vers le bas au niveau du PIB. D'accord? On peut regarder d'autres langues. Là, je fais une sorte de fusion entre données du CIA World Factbook et de l'ethnologue de cette base de données des langues. Autre indicateur, mortalité infantile, c'est la même chose, plus un pays linguistiquement divers, plus la mortalité infantile, elle monte. Bien sûr, et j'ai fait exprès de le mettre ici, bien sûr, corrélation n'est pas causalité, ça ne veut pas dire que c'est à cause de ce plurilinguisme ou ce multilinguisme, selon les termes qu'on préfère, il y a les enfants qui meurent, mais ça nous dit quand même quelque chose sur l'écologie de ces langues, hein, et de cette diversité linguistique. Donc, ceci juste pour dire que il faut peut-être, c'est peut-être mon premier point de critique, il faut peut-être être un petit peu plus prudent quand on parle de diversité linguistique, parce que ce qu'on a en Europe, bien sûr, on a plusieurs langues, c'est pas mauvais du tout, hein, sinon j'aurais pas de job, mais ce n'est pas la diversité qu'on connaît ailleurs. Voilà. Donc, maintenant, je fais ça, c'est un slide extrêmement patriotique, parce que ici, je vous montre les langues suisses, qui sont donc, bien sûr, l'arpitan, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le franco-provençal, hein, le français, bien sûr, l'allemand standard, l'allemand alémanique, le suisse, l'italien et le romanche. Ici, c'est de nouveau les données de l'ethnologue que j'ai mis dans un graphique.
Vous voyez ici le niveau de vitalité ethnolinguistique. Plus on se dirige vers la droite, plus les langues sont en perte de vitesse, voire déjà mortes ici, hein, ou moribondes ici. Et ici, vous avez le nombre de locuteurs sur une échelle logarithmique. Donc, on voit que pour la plupart des langues suisses, et surtout pour le français, il ne faut vraiment pas se faire de soucis. D'accord? Alors, le français est même au niveau 0 parce que c'est une langue internationale, malgré tout, donc avec énormément de locuteurs, des millions de locuteurs. Hein. Mais même, et ça c'est peut-être un petit peu surprenant, ça c'est le romanche, vous voyez que c'est plus ou moins au milieu hein, de cet axe ici. En fait, si on regarde le nombre de locuteurs et on le compare au nombre de locuteurs, la médiane du nombre de locuteurs par langue au niveau global, le romanche compte parmi les grandes langues. Il est dans la moitié du tableau des grandes langues. Hein. J'ai fait une fois une conférence pour les romanches en Suisse, ils étaient très, très surpris. Mais statistiquement, c'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, surtout dans ces régions du Sud, on a énormément de langues, mais qui ont quelques centaines de locuteurs ou quelques milliers de locuteurs et qui n'ont surtout pas de statut officiel. D'accord? Donc, en fait, et le français, et bien sûr l'allemand, et bien sûr l'italien, et même le romanche, si on prend ces indicateurs-là, il ne faut pas trop se faire de soucis. Le suisse allemand n'a pas de statut officiel, mais en fait, il est démographiquement assez important parce qu'il y a quelques millions quand même de locuteurs. Bien sûr, le franco-provençal, il y a pas mal de locuteurs encore en Italie, en France, mais aussi en Suisse, mais il a beaucoup de peine parce que là, sauf peut-être en Val d'Ost, il n'a pas vraiment un statut de langue régionale. Donc, donc pour contextualiser un peu cette notion de diversité linguistique et nos langues, les langues qui nous intéressent, et parmi ces langues, justement, le français. Donc, diversité linguistique au plan mondial n'est pas du tout la même chose que quand on parle de diversité linguistique au plan européen. La promotion de la diversité, elle est inévitablement sélective. Vous ne pouvez pas faire la promotion de 7000 langues. Ce n'est pas possible. Et dans un pays comme la Suède, comme la France, comme la Suisse, vous devez nécessairement faire des choix. On appelle ça prioritisation. Vous devez faire des choix. Vous devez dire, oui, nous, on a un agenda politique. On veut promouvoir certaines langues ou une certaine langue, mais pas d'autres. Je ne suis pas en train de moraliser ici, mais c'est juste qu'il faut tenir compte de ça. On doit être sélectif dans la promotion des langues. Sinon, ce n'est juste pas possible. Donc, aucune de nos langues n'est petite à l'échelle mondiale et aucune n'est menacée, même si, bien sûr, on a des problèmes de planification linguistique avec le romanche et surtout avec le franco-provençal. Alors, promouvoir l'allemand, le français, l'italien ne va pas contribuer à plus de diversité linguistique au niveau mondial. C'est juste, il faut avoir le courage de le dire. Bien sûr, ça peut contribuer à plus de diversité dans nos têtes. Je vais en parler dans un instant. Donc, justement, dans nos têtes, qui apprend quelle langue en Europe? J'ai consulté les pages d'Eurostat. On sait assez bien. Ici, j'ai fait un graphique à partir des données pour le niveau secondaire 2, pour toute l'Europe, toute l'Union européenne. Et on voit que, évidemment, et c'est pour ça qu'on est ici en train de parler de promotion du français, on voit évidemment, et c'est une banalité, que l'anglais est de loin la langue la plus populaire. Mais il y a d'autres aspects qui sont tout à fait intéressants. Il y a quand même une petite tendance vers le haut au niveau de l'espagnol. Le français peut-être plutôt une tendance vers le bas, et l'allemand semble stagner plutôt, et après l'italien, et puis après il y a plein de langues qu'on verrait quasiment pas. Hein. Donc, voilà. Donc on a un tout petit ensemble de langues qui sont apprises ou acquises, et surtout bien sûr l'anglais, mais l'allemand, l'espagnol, le français sont encore présents. Hein, dans ces statistiques. Donc, quel pays? Tout ça est peut-être déjà très, très bien connu. Combien de personnes, par exemple ici à l'âge adulte, parlent une ou plusieurs langues dans les pays européens? On voit très bien qu'évidemment, dans la région dans laquelle on se trouve ici, c'est presque 100%. Mais après, il y a d'autres pays où on voit qu'il y a des grandes disparités. Par exemple, en Tchéquie, on voit que les personnes bien éduquées
parlent quasiment à 100% une autre langue, mais avec le niveau, au niveau de l'éducation la plus basse, en fait, il y a très, très peu de plurilinguisme. On pourrait aussi regarder la France, hein, où on a un peu le même tableau, même pour les mieux éduqués, on est assez loin quand même des 100%. Donc, maintenant, on sait très bien que derrière ça, justement, se cache la réalité, nous la connaissons bien, c'est principalement un bilinguisme langue locale scandinave, ça peut être le finnois, le suédois, et l'anglais. Donc, on peut maintenant poser la question, et c'est la question que vous m'aviez posée, comment convaincre, quelles sont de bonnes raisons qui nous aideront à convaincre les Scandinaves d'apprendre le français. Nous n'allons pas poser la question comment convaincre les Français d'apprendre les langues. Hein, ça, c'est une autre conférence. Je reviens volontiers parce que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner une liste des raisons qu'on entend souvent, qu'on lit souvent, et je vais en discuter 3 un peu plus en profondeur. La diversité linguistique, j'en ai déjà parlé. C'est souvent justement mentionné en même temps que le plurilinguisme. La justice linguistique, dans la mesure où un régime plurilingue peut donner des droits linguistiques à des minorités, hein, par exemple le sami, le romanche. Et je ne vais pas en parler parce que j'ai l'impression qu'on sera de toute façon d'accord que c'est le seul moyen. Interdire des langues, ça se fait, nous le savons, et je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas une bonne idée. Donc, je ne suis pas politologue et je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. L'argument qu'on lit souvent, qu'on entend souvent, c'est qu'une langue, c'est une vision du monde. Hein. Humboldt, Weltanschauung. Apprendre une langue veut dire apprendre une autre vision du monde, même jusqu'à une perception d'une autre réalité. C'est un argument que je trouve sympathique, mais il est problématique, comme je vais vous montrer. Les avantages cognitifs, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Les bilingues sont plus intelligents, ils ont même une meilleure protection contre la maladie d'Alzheimer, ils sont plus beaux, plus riches. Voilà. Il y a aussi l'argument de l'explosion des langues. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est cette théorie qui est d'ailleurs fortement représentée dans notre champ, le plurilinguisme, c'est que plus, si tu parles déjà 2 langues, ça va être plus facile d'en apprendre une 3e, une 4e. Donc, une sorte d'effet de catalyse du bilinguisme. Et donc, un argument pour agrandir, pour augmenter le nombre de langues parlées, parce que ça devient de plus en plus facile. Ça, c'est un des domaines sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, donc j'aimerais vous montrer quelques résultats là-dessus. Donc là, disons, la réponse à la question, mais comment on peut faire, ce serait de dire aux Suédois, c'est pas ou l'anglais ou le français, c'est et l'anglais et le français, d'accord? Et bien sûr, les avantages économiques, c'est pas non plus ma spécialisation, donc je vais pas trop en parler. Mais bien sûr, localement, ça peut être extrêmement utile de maîtriser plusieurs langues. Ça peut vous aider à trouver un meilleur job, mais c'est assez difficilement planifiable. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord discuter les théories explosionnistes. Je les appelle comme ça. En Suisse, on a en fait une manifestation très directe de cette théorie. En Suisse, il y a 2 langues étrangères qui sont obligatoires au niveau primaire. En 3e, maintenant, on refait un peu le calcul. On dit 5e, c'était anciennement la 3e classe, la première, et en 5e, la 2e. Et ça peut être, par exemple, en Suisse alémanique, ça peut être d'abord le français, ensuite l'anglais, ou l'inverse, selon la région. Et donc, on a 2 années de moins d'enseignement dans une des 2 langues étrangères, mais les objectifs pédagogiques sont exactement les mêmes. Et pourquoi? La conférence des directeurs de l'instruction publique suisse nous explique parce que la 2e langue étrangère va bénéficier de la première. C'est-à-dire, si vous apprenez d'abord le français, votre anglais va bénéficier, va être boosté par cette première langue. Ça, c'est en fait une implémentation politique, hein, parce que là, on est dans la planification d'acquisition, c'est un projet politique, de cette théorie de l'explosion linguistique. Voilà.
j'ai pas mal travaillé justement sur ces transferts positifs. On appelle ça les transferts positifs, c'est-à-dire que vous avez appris une langue, par exemple le français, et puis ça va vous booster votre acquisition de l'anglais. On appelle ça un transfert positif. Ça peut être au niveau lexical, au niveau de la grammaire, au niveau des stratégies d'apprentissage, ça peut être à tous les niveaux. J'ai beaucoup travaillé dans une perspective qui s'appelle intercompréhension ou plurilinguisme réceptif. C'est quelque chose qu'on pratique, du moins partiellement aussi, certainement en Scandinavie, entre Danois et Suédois, mais aussi en Suisse dans une certaine mesure. Par exemple, des conseils de faculté de mon université, on peut parler allemand ou français et on est toujours censé comprendre l'autre langue. Et donc, on a travaillé, on a par exemple présenté des textes et des mots en romanche, langue minoritaire en Suisse, qui est donc peu parlée par ceux qui ne font pas partie de cette minorité. Et puis, on a vu que justement, les personnes qui parlent l'italien peuvent très bien faire ces transferts. Et je sais que vous pratiquez ça entre langues scandinaves, donc c'est une banalité pour vous. Il y a aussi des erreurs. Ici, je vais juste tirer quelques exemples de ma base de données. Et ces erreurs sont chouettes, en fait, sont très intéressantes parce qu'ils nous renseignent sur les processus de transfert. Même si c'est faux, c'est intéressant. On a aussi travaillé avec les langues scandinaves, surtout avec les Suisses allemands, parce qu'on voulait voir dans quelle mesure un plurilingue suisse-allemand est capable de spontanément comprendre un petit texte ou un mot isolé en danois, en suédois. Et puis, on a vu comment les apprenants mobilisent des savoirs linguistiques assez divers. Donc voilà, donc je vous montre quelques résultats parce qu'il me semble que c'est important pour comprendre les limites de cette théorie explosionniste. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a d'abord trouvé, et ça c'est une très bonne chose, j'adore montrer ce résultat parce que c'est encourageant pour nous qui sommes tous en train de vieillir, n'est-ce pas? Donc en fait, plus la personne, dans la plus grande expérience qu'on a faite, plus la personne est vieille, mieux elle s'acquitte de cette tâche. Donc là, il s'agissait de mots suédois présentés soit par écrit, soit oralement dans un cas. Ici, c'est juste pour l'écrit. Pour la compétence orale, ça descend un petit peu avec l'âge, ce qui est ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, donc, en général, on peut dire, plus on est âgé, plus on a de facilité à faire ces transferts. Pourquoi? Un aspect, c'est bien sûr, c'est la proximité linguistique. On peut mesurer la distance entre le mot suédois et le mot suisse-allemand ou allemand. Donc, il y a des métriques. Je vous épargne des détails techniques, mais on voit très clairement que plus un mot ressemble, c'est une banalité, plus il va être inféré de manière correcte. Mais derrière cette variable de l'âge se cache bien sûr une plus grande maîtrise de deux langues apparentées à la langue cible. Parce que plus normalement, les Suisses, Allemands, il y a quand même quasiment tout le monde qui avait l'anglais. Et souvent, l'anglais se développe après l'école aussi. Donc, les compétences d'anglais, en fait, s'améliorent avec l'âge. Donc, du coup, on a plus de bases de transfert. Donc, maîtriser deux langues apparentées à la langue cible était une des variables cruciales pour expliquer la variabilité dans cette capacité. Et d'ailleurs, on a trouvé exactement la même chose du côté des langues romanes. On a travaillé avec le roumain ou le romanche. On a trouvé que les plurilingues qui ont et l'italien étaient vraiment clairement supérieurs. Leur score était supérieur aux francophones, parce qu'on les a comparés aux monolingues francophones. Donc, en fait, maîtriser plusieurs langues, oui, mais ça dépend lesquelles. Par exemple, le chinois ne vous aide pas, et le finnois, probablement pas non plus. Donc, autre variable qu'on a trouvée, c'est quand même l'intelligence, les savoirs, surtout l'intelligence cristallisée. Plus une personne sait des choses, plus elle peut faire ces transferts. Deuxième étude que j'aimerais très brièvement vous montrer, aussi concernant, pour mettre en lumière un petit peu cette idée du boost plurilingue. Ça, c'est l'étude récente qu'on vient de publier, le bouquin est sorti l'année passée. Nous avons récolté plein de données, des tâches cognitives, des tests d'intelligence, mais aussi plein de questions sur l'anxiété, sur la motivation intrinsèque d'apprendre une langue, ici le français ou l'anglais,
Là, dans ce graphique, c'est l'anglais, mais on a fait la même chose pour le français. Et on a travaillé avec des élèves du primaire, hein, de l'école primaire. Et j'aimerais juste vous montrer un résultat. Ici, on voit l'impact de la question si l'enfant parle d'autres langues que la langue de scolarisation, qui est l'allemand ici, à la maison. Donc, si l'enfant est plurilingue, parce qu'à la maison, il y a une autre langue qui est parlée, le portugais, le tigrinien, ce que vous voulez. Et on a contrôlé pour tout le reste ici. Donc, les capacités cognitives, les dispositions affectives, hein, émotionnelles, motivationnelles, mais aussi le capital culturel des parents, ça veut dire l'éducation des parents, est-ce qu'il y a beaucoup de livres à la maison, et le capital, simplement le salaire, hein, la grandeur de leur appartement, s'ils ont une maison, combien de pièces, s'ils ont assez d'argent pour partir en vacances, ce genre de choses. Et je vous épargne maintenant comment ces différents facteurs sont liés, mais ce qu'on voit, c'est que si on contrôle pour tout ça, il ne reste plus rien du tout pour cette variable du plurilinguisme individuel. Donc ça veut dire si vous enlevez toute la variabilité qui est expliquée par les motivations, le background familial et tout, il n'y a plus d'effet de booster. Ça veut dire que si on contrôle pour tout ça, c'est ni négatif, parce qu'il y a aussi la crainte que, par exemple, les enfants migrants sont surmenés par les langues étrangères. Alors, c'est ni positif ni négatif, il n'y a juste rien. D'accord ? Il reste rien. Donc, on peut dire que le problème, je vous ai montré ce document de la conférence suisse des directeurs de l'instruction publique. Le problème, c'est que ce type de recommandation est basé sur des personnes comme nous, qui nous aimons les langues, nous avons appris plein de langues, nous trouvons que c'est facile, nous ne comprenons pas comment on puisse ne pas aimer les langues. Hein? Donc, ça s'appelle Study in Winners. Hein? Il n'y a pas eu assez de recherche pour vraiment faire cette recommandation. Parce qu'on est basé sur l'introspection et sur de la très, très mauvaise recherche, je suis désolé de le dire, on a fait cette recommandation. Mais en fait, si on regarde vraiment les données, ce transfert, il n'existe pas. Hein? Ou il est très, très limité. Je vous ai... donc voilà, on a choisi le plurilinguisme parce qu'on adore les langues et on n'est pas plurilingue nécessairement par la force des choses. Donc, ce qui est important pour comprendre ces théories explosionnistes, si on contrôle vraiment de manière sérieuse pour les autres facteurs, il ne reste pas grand-chose. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça ne sert à rien d'apprendre des langues. Mais vous avez vu, bien sûr, apprendre 2 langues germaniques, ça va vous aider pour une 3e langue germanique. Donc, il y a une contrainte, je dirais, typologique de proximité linguistique qui est extrêmement importante et qu'on trouve dans quasiment tous nos projets. Hein. Parce que à partir du moment où vous contrôlez pour la distance entre les systèmes linguistiques, vous vous rendez compte qu'effectivement, par exemple, les lusophones, les hispanophones, dans l'école alémanique, ont évidemment une plus grande facilité à apprendre le français mais les Suédois, dans notre échantillon, ça ne change pas grand-chose. En fait, on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres études qui montrent, il y a aussi plein d'autres études qui montrent le contraire, mais justement, c'est souvent des études, malheureusement, qui ne contrôlent pas suffisamment ces facteurs qui interfèrent. Donc, voilà, je suis désolé, vraiment désolé, mais l'explosion qui est souvent à laquelle on aimerait croire, elle n'a pas lieu, en tous les cas, elle n'est pas aussi grande qu'on aimerait que ce soit le cas. Deuxième argument, langue et pensée. Le linguiste français a écrit tout un livre contre la pensée unique. C'est un livre justement qui s'inscrit un peu dans ce souci hein, que l'anglais est en train de dominer tout. Et avec l'anglais, selon Agege, vient une certaine manière de penser. Donc, je vous montre une petite citation. L'exportation de l'anglais joue, d'autre part, un rôle essentiel dans la diffusion de l'idéologie américaine et de la conception que l'on se fait de la politique et de la démocratie. En citant Humboldt, on ne peut sortir du cercle défini et délimité de sa propre langue. Encore une fois, moi, a priori, je sympathise avec cet argument, mais je veux vous montrer qu'il y a des complications. Mais avant ça, j'aimerais quand même dire que c'est un argument très polyvalent. Le rapport Grégoire, 1794, disait
avec la même argumentation, les mots étant les liens de la société et les dépositaires de toutes nos connaissances, il s'ensuit que l'imperfection de langue est une grande source d'erreur, et c'est pour ça qu'il faut éliminer les patois et les langues minoritaires. Donc vous pouvez utiliser cet argument pour lutter contre l'anglais et pour le français, pour une autre langue, mais vous pouvez aussi utiliser cet argument pour éradiquer tout ce qui n'est pas langue. Explosif. Là, il y a explosion, à mon avis. Donc, j'aimerais vous montrer, je ne sais pas si ça va fonctionner, ce n'est pas grave, sinon, un petit clip vidéo. Non, alors ça ne marche pas au niveau de la résolution, ce n'est pas grave. Ce que vous auriez vu ici, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de cet espace, la porte est fermée, la porte s'ouvre, et la personne sautille dehors, d'accord ? J'ai beaucoup travaillé sur l'espace et le déplacement m'intéresse beaucoup, les relations spatiales. Alors, en français, nos participants décrivent cette scène comme ceci. Une personne sort d'un bâtiment en sautillant. On parle de déplacement d'un côté, de sortir, et mouvement, la manière, en sautillant. En allemand, par contre, sie hüpft aus einem Gebäude. Donc, le verbe fléchi, en fait, encode le mouvement et le déplacement est dans une particule. Et en allemand, vous pouvez accumuler les particules aus einem Gebäude, hinaus, heraus. Voilà. Et en suisse allemand, c'est encore pire, vous accumulez encore plus de particules. Alors, Agege, dans son bouquin que je viens de citer, il utilise le domaine spatial comme le domaine phare pour illustrer son point, comme quoi c'était important de maintenir le français, qui a une toute autre conceptualisation de l'espace. Ici, juste un petit paragraphe où il décrit exactement cette différence typologique qui est la même entre l'anglais est comme l'allemand, et le français. D'accord ? Donc, maintenant, nous avons travaillé, j'ai travaillé sur les romanches, sur les suisses allemands, sur les italophones, les francophones en Suisse, et j'ai aussi travaillé avec les bilingues. Avec les bilingues, j'ai toujours fait une double récolte de données, une fois dans une langue et quelques semaines après dans l'autre langue. D'accord ? Pour voir à l'intérieur de la personne, mais comment la personne elle fait, comment elle gère cette différence typologique. Une personne sort d'un bâtiment en sautillant, on a déjà vu. En allemand, une autre personne dit Sie springt beidfüßig aus einem Gebäude. C'est parfaitement, ça colle avec la typologie. Cette même personne, maintenant, quand elle parle allemand, elle dit Eine Person kommt hopsend aus einem Gebäude heraus. C'est correct, mais on ne dirait jamais comme ça. C'est tout à fait correct, mais on ne dit pas en allemand, vraiment pas. Ou bien une femme saute à pieds joints hors d'un bâtiment. Là, c'est carrément une violation d'une contrainte en français. Vous ne pouvez pas utiliser un verbe avec une transgression d'une barrière spatiale. Il y a une contrainte grammaticale. Donc, en fait, ce qu'on a trouvé aussi en romanche, qui est une langue de contact, des centaines d'années de contact avec l'allemand, le romanche, en fait, il fait comme le suisse allemand, il accumule ses particules et les verbes comme sortir, monter, descendre. Ils existent dans le dictionnaire, mais les romanches ne les utilisent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous avez bilinguisme, ces langues ont tendance à converger. Donc ici, c'est au niveau collectif, sociétal, la langue a convergé. Ici, c'est au niveau individuel. Hein. Donc, deuxième exemple, les couleurs. Vous avez, ça c'est une recherche de mon collègue Guillaume Thierry en Angleterre. Il a travaillé sur les bleus. Il y a des langues où il y a deux catégories de bleus. Par exemple, le grec, mais aussi l'italien. Hein, vous avez le galatio et le blé en grec. Et je vous épargne les détails techniques, je ne les comprends pas tout à fait moi-même parce que je ne suis pas neuroscientifique, mais il y a une différence au niveau de la réponse du cerveau par rapport à ces stimuli selon la langue que vous parlez. Si vous parlez une langue qui fait cette distinction, votre cerveau va, en fait, même déjà dans la phase prélinguistique, va avoir une autre activation, va faire une différence catégorique entre ces deux bleus, tandis que pour les anglophones, les germanophones, ça n'existe pas, cette différence. Et là encore, le bilinguisme, donc quand les Grecs vivent en Angleterre, utilisent l'anglais, cet effet, en fait, est en train de s'effacer. Il disparaît. Ils maîtrisent le grec, ils n'ont pas d'accent, ils maîtrisent la sémantique des mots, tout ça, il n'y a pas de problème, mais l'effet, il disparaît. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet argument humboldtien, hein, vision du monde? Il y a des effets, je vous ai montré des effets, l'espace n'est pas tout à fait décrit de la même manière, il y a des différences au niveau des catégorisations de couleurs, mais il n'y a plus personne qui dit on ne peut pas sortir.
C'est du déterminisme worfien. Il y a vraiment la recherche sérieuse ne suit pas du tout M. Agege ici. S'il y a des effets, c'est vraiment des effets extrêmement subtils. On parle de quelques millisecondes de différence d'activation, on parle de certaines constructions peut-être qui sont surutilisées ou pas utilisées, mais c'est des effets très subtils. Il n'y a pas d'évidence pour les effets forts sur la pensée. Il y a eu cette idée que, par exemple, si une langue n'a pas de futur, que le comportement au niveau de l'épargne va être différent. Mais ça a été prouvé que en fait, c'était une argumentation qui reposait pas sur assez suffisamment d'évidence empirique. Donc, le bilinguisme, s'il y a du bilinguisme social durable, les langues vont converger. C'est normal. Les langues vont se ressembler, à moins que vous n'ayez une agence extrêmement normative, une académie qui vous tape sur les doigts à chaque fois quand vous utilisez un verbe comme il ne faudrait pas l'utiliser. Le bilinguisme individuel donc, mène à une atténuation de ces effets. Donc, si vous voulez insister sur l'importance de cet argument, vous pouvez. Mais à ce moment-là, vous devriez en fait combattre le bilinguisme, n'est-ce pas? Et les mêmes personnes qui insistent sur l'importance de cet argument sont aussi des fervents défendeurs du bilinguisme. Donc là, il y a un problème, ça ne joue pas. Alors si c'est vraiment important, vous devriez en fait garder ces langues séparées. C'est un problème. Pour terminer, les bienfaits d'apprendre des langues, vous connaissez ce discours. Les avantages, c'est souvent... On fait référence à ici, c'est des études médicales, mais je pense qu'ils veulent dire neurologique ou neuroscientifique. Le bilinguisme, c'est bon pour la santé. Même chose en allemand. Vous en trouvez plein d'exemples sur le web. Alors, je vous montre comment, normalement, on fait ce type d'enquête. Ça, c'est le flanker task. Votre tâche, si vous participez dans cette étude, c'est d'appuyer ou de peser sur un bouton à gauche si la flèche pointe vers la gauche ou à droite si la flèche pointe vers la droite. Et vous voyez qu'il y a des distracteurs à gauche et à droite, des fois dans la même direction, des fois dans une autre. Et en fait, ce qui nous intéresse dans ces études, c'est la différence de temps de réaction entre, par exemple, ces deux conditions ici. Donc, si vous avez, si la direction des flèches est congruente ou pas. Qu'est-ce qu'on trouve? Effectivement, on trouve dans beaucoup d'études que les bilingues ont une capacité d'inhiber cette information qui interfère en quelque sorte avec la tâche. Ils ont une meilleure capacité, ce qui s'exprime dans un temps de réaction un petit peu plus rapide. Mais il y a plein d'études qui montrent zéro effet et il y a tout un débat ce que ça mesure, si ça vaut la peine de continuer. C'est très controversé comme presque tout en sciences. Et le bilinguisme dans ces études, c'est vraiment du bilinguisme utiliser deux langues régulièrement dans la vie de tous les jours. C'est pas apprendre une langue étrangère à mesure de 2 ou 3 périodes hebdomadaires. C'est vraiment utiliser les 2 ou les 3 langues beaucoup dans le quotidien. Donc, je vous ai montré, et je me sens des fois un petit peu comme un extraterrestre, parce que je sais que tout ce que je vous ai montré, c'est un peu le contraire de ce qu'on entend tout le temps. Je pense que, j'espère que vous avez la même perception. Donc, je me sens un peu comme un extraterrestre, un peu sceptique. J'aimerais maintenant discuter avec vous d'autres arguments. Je ne vais pas m'attarder sur les avantages économiques, parce que, comme j'ai dit, c'est un phénomène très local. Par exemple, en Suisse, pour mon poste, c'est très clair que ça a été extrêmement utile que je parle et l'allemand et le français et l'anglais. Évidemment, je n'aurais pas eu le poste si je n'avais pas ces langues. Donc, oui, localement, oui, mais je pense que c'est assez difficile de planifier ça. Par exemple, le russe, on vient d'en discuter avec les collègues, le russe était probablement très utile dans un temps où on voulait encore faire du commerce avec la Russie. Je pense que c'est en chute libre maintenant. Donc, j'aimerais poursuivre 3 pistes avec vous, mais peut-être que vous avez après d'autres idées, meilleures idées que moi. Alors, le premier point, c'est peut-être un point un peu négatif, mais il n'est pas si négatif que ça. J'aimerais vous montrer que ça pourrait être bien pire pour le français. Deuxième question que j'aimerais poser, pourquoi sommes tout le temps en train de chercher des valeurs instrumentales? Pourquoi le plurilinguisme doit toujours servir à quelque chose au niveau cognitif, j'aimerais focaliser avec vous un petit peu, mais il y a peut-être des valeurs intrinsèques
qui nous motive à apprendre le français. Et j'aimerais terminer avec le point qu'il y a aussi un prix à payer pour être la langue hégémonique. Hein. Alors, déjà, ça c'est une banalité, tout le monde le sait, mais je tiens quand même à le montrer. Dans le premier millier de mots d'anglais et de français, vous avez un chevauchement de 36% entre les deux langues. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire des transferts directs. C'est une banalité. Si vous augmentez, donc si vous passez au deuxième millier de mots, c'est même plus, et après, ça reste plus, en fait. C'est 51% de chevauchement. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de potentiel de transfert. Donc là, je ne suis pas contre le transfert positif, il existe, mais en quelque sorte, on sait très bien que l'anglais est un hybride. Hein, moitié français, donc il y a énormément de bases de transfert, notamment pour les académiques, au niveau lexical, le vocabulaire érudit, la langue littéraire. Donc, pour la compréhension, ça aide déjà beaucoup. Donc, si vous avez, donc, ça, pour le français, ce serait bien pire si la langue dominante était le chinois, le mandarin. Parce que moi, j'invente, j'ai dit, il y a 1%, il n'y a probablement même pas 1% de chevauchement. Il n'y a juste rien à transférer. Voilà. Donc, voilà. C'est peut-être un point un peu banal, mais c'est quand même, il faut en tenir compte. Après, il y a quand même, pour préparer cette conférence, je suis allé voir, je me suis dit, moi, je peux toujours citer Eurostat, et tout ça, c'est un peu ennuyeux. Alors, je suis allé voir Duolingo. Il publie chaque année un rapport sur l'utilisation de leur application. Vous connaissez Duolingo, c'est une application plus ou moins gratuite. Et en fait, on peut voir dans quel pays, quelles langues ont été étudiées avec Duolingo. Et bien sûr, encore une fois, la même chose, l'anglais domine à peu près partout, sauf bien sûr en Australie, et bien sûr aussi au Canada, avec une situation bien spécifique où c'est le français. Hein. Alors, mais encore bien plus intéressant, la deuxième langue étudiée par pair. Alors là, on voit que en fait, l'Afrique et aussi le monde arabe, le français est dominant. Même ici, en Amérique latine, le français est étudié. Donc, en fait, le français se porte pas si mal. C'est vrai, en Europe, il n'y a pas beaucoup de Français, bon, un peu en Angleterre et en Espagne, mais il y a des grandes régions où le français est quand même la deuxième langue étudiée sur Duolingo. Donc, c'est pas si mal que ça, et peut-être ça pointe vers... Il y a même des articles, j'ai trouvé des articles dans le Financial Times, comme quoi le français est la langue du futur, parce que justement, au Sud, il y a un grand intérêt pour le français. Donc, c'est peut-être encourageant, enfin, j'espère, vous allez me dire. Venons maintenant justement à cette motivation intrinsèque. Je reviens à ce projet qu'on avait appelé le projet LAPS, Language Aptitude in Primary School. Nous avons identifié les facteurs qui sont associés avec les compétences en langue étrangère. Ici, c'est la compétence en français, plus un point et vers le haut, plus les compétences sont bonnes. Encore une fois, des élèves du primaire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, oui, bien sûr, il y a le facteur le plus important, c'est effectivement les bons élèves, les apprenants intelligents qui ont une cognition supérieure, qui ont les meilleurs scores pour le français. Aussi des tests qui sont en fait intrinsèquement linguistiques, des tests d'aptitude linguistique, c'est tout un facteur. La motivation extrinsèque, donc justement, par exemple, je veux apprendre le français parce que ça va être important pour ma profession, parce que mes parents veulent que j'apprenne le français, n'est pas du tout significativement associé avec les scores en français. Par contre, ce qu'on pourrait appeler le language enjoyment, la motivation intrinsèque. J'adore le français parce que j'aime m'exprimer en français. Je n'ai pas peur de m'exprimer en français. Hein, l'anxiété négative, bien sûr. Est le deuxième facteur qui est associé. Donc, du coup, on voit que les enfants, en fait, ils ne sont pas du tout dans cette logique. Ah, il faut que ce soit utile. En fait, si les enfants ont du plaisir, et bien sûr, s'ils sont bons apprenants, mais ces deux facteurs, on peut les séparer empiriquement. En fait, ils ont des scores, des bons scores en français. Donc, ce n'est pas la motivation extrinsèque, mais la motivation intrinsèque. Donc, j'aimerais terminer un peu avec cette réflexion, mais focaliser toujours sur ces transferts, sur ce que ça nous apporte au niveau de la cognition des autres langues. Pourquoi? Et si apprendre une langue comme le français
était tout simplement une valeur en soi. Et c'est un petit peu la conclusion à laquelle j'arrive. Et vous allez dire, oui, c'est extrêmement conservateur. Peut-être c'est un peu conservateur, mais pour moi, les autres arguments ne sont pas convaincants pour les raisons que je vous ai démontrées ici. Donc, je suis peut-être un peu old-fashioned, je vous demande pardon, mais je pense que même apprendre le français, c'est tout d'abord plonger dans une littérature, dans une certaine littérature extrêmement riche, de Chrétien de Troyes, Rabelais, Molière, sont là, Welbeck, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il faut l'enlever, peut-être pas bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que le français, on pourrait dire la même chose pour l'espagnol, on pourrait dire la même chose pour l'allemand, n'est-ce pas? Il n'y a rien de sexy. Bon, bien sûr, il y a plein de langues européennes avec une grande littérature, aussi le russe. Hein. Est-ce que le français est trop proche des autres grandes langues? Mais là, j'ai quand même envie de dire, le français a quand même une spécificité que l'allemand, par exemple, n'a pas. Il y a quand même une énorme littérature extrêmement intéressante, francophone, mais qui n'est pas de France. Et je ne parle pas de Ramu, hein, je ne parle pas de Suisse, mais du Proche-Orient, de l'Afrique. Et je trouve, il faudrait peut-être, si vous voulez faire du marketing pour le français, peut-être vous le faites déjà, mais il faut peut-être aussi faire du marketing en utilisant cette ouverture vers un autre monde que le monde européen français. Il y a évidemment une production aussi cinématographique qui est extrêmement intéressante. J'ai entendu dire que même les Anglais trouvent ça rigolo. Et ça c'est quand même assez remarquable. Il y a un film qui vient d'obtenir 3 Oscars, mais en fait, c'est un remake d'un film français. Au français. Donc, si vous pouvez regarder ce film, la version originale. Voilà. Et peut-être le dernier point, c'est que même, je ne suis pas en train de vous dire que cet argument de l'autre vision du monde est totalement faux. J'ai dit que c'est subtil. Mais peut-être est-il aussi intéressant de juste regarder, mais comment les langues mettent en mots, moi je suis linguiste, j'adore ça, mettent en mots des événements, comme par exemple, nous allons nous promener. Alors c'est très rigolo comme représentation, n'est-ce pas? Je me prends moi-même par la main et je vais me promener. En allemand, on ne dit pas wir gehen uns spazieren, c'est complètement ridicule. Ou bien en français, on ne peut pas féliciter. En allemand, on félicite pour l'anniversaire, en français, on ne peut pas. Pourquoi? Mais c'est quoi ça? En anglais, pas non plus d'ailleurs. En français, il y a énormément de locutions et de métaphores culinaires. C'était pas par hasard, je ne suis pas dans mon assiette. En allemand, c'est quelque chose qui est lié à la peau, mais on ne peut pas dire I'm not in my plate today. On peut le dire, mais personne. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est quand même. Est-ce que ça ne suffit pas simplement d'avoir une langue qui a une certaine manière d'exprimer les choses? Pour moi, je suis linguiste, évidemment, je suis obsédé par ce genre de choses. Pour moi, ça suffit. Prendre du recul par la L1 et par rapport à l'anglais, oui, tout à fait, au niveau linguistique. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais pour la santé d'étudier une langue étrangère, mais tout ce que je vous dis, moi, je viens d'une famille de musiciens. Moi, j'ai grandi avec l'idée que la musique, c'est très bon pour le cerveau. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on peut dire, c'est évidemment toute activité intéressante, toute activité intéressante au niveau moteur, au niveau cognitif, est évidemment bon pour la santé, y compris, bien sûr, apprendre des langues. Donc, juste pour conclure, le problème, c'est que les native speakers de l'anglais ont aujourd'hui des gros problèmes de communication, parce que en situation de lingua franca, où tout le monde baragouine comme une vache espagnole en anglais, en fait, les anglophones natifs ne comprennent souvent pas, et les utilisateurs de l'anglais lingua franca ne comprennent souvent pas les anglais parce qu'ils parlent de manière trop idiomatique. Donc, en fait, il y a plein de témoignages et aussi des articles là-dessus. Donc, en fait, le français et l'allemand, ils en souffrent moins, donc c'est un côté positif d'être pas premier au niveau de l'utilisation globale. Donc, je vais terminer juste en résumant un peu mes points. Maîtriser l'anglais, je pense que actuellement ça va de soi, mais maîtriser le français, c'est un plus. Vous faites la différence si vous avez encore en plus le français. Pour les Français, c'est peut-être toujours un petit peu nouveau de découvrir qu'on n'est plus la première langue choisie au niveau global, mondial,
mais il y a des choses qu'on peut apprécier aussi dans ce statut d'une langue peut-être un petit peu moins couramment apprise. Il y a un plaisir intrinsèque, et je pense qu'il faut appuyer cet aspect, d'apprendre et de s'immerger dans un autre univers sémiotique. Pour moi, c'est déjà une très grande valeur. Mais il ne faut pas attendre des miracles. Vous ne serez pas. Nous, on est déjà tous beaux, riches et intelligents, mais il ne faut pas promettre aux gens qu'ils vont être beaux, riches et intelligents juste parce qu'ils apprennent des langues. Ça, je pense que c'est vraiment. C'est pas. Il n'y a pas de fondement empirique. Partager une richesse culturelle du passé et du présent, et je vous ai montré aussi qu'il y a un futur pour le français. Peut-être aussi oser d'autres régimes. Vous êtes dans un département ici où il y a plein de langues romanes, pratiquer d'autres régimes plurilingues comme le dialogue polyglotte, l'intercompréhension avec vos collègues hispanophones, lusophones, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était les quelques points que je voulais vous montrer. C'est à vous maintenant d'ajouter d'autres. Télécharger cet extrait, je peux vous envoyer le lien, vous pouvez tout télécharger avec les références si vous voulez. Je vous remercie beaucoup de votre attention.